Pierre Lebrun, grosse nouvelle qui est tombée ce matin, signature de Kirill Kaprizov, le plus gros contrat de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, 17 millions par année pour 8 ans, total de 136 millions de dollars. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les négociations et sur la façon dont ce contrat-là a pris forme? Oui, écoute, on se rappelle que Kaprizov et son agent Paul Theophanis ont dit non à l'offre du Wild de 16 millions par année pour 8 ans il y a quelques semaines. Ça a fait jaser pas mal à l'entour de la Ligue nationale parce que même là, à 16 millions par année, il y a bien des équipes à l'entour de la Ligue qui pensaient que c'était un offre assez généreux parce que même à 16 millions, ça aurait été un record dans l'histoire de la Ligue nationale comme contrat. Et lorsque Kaprizov a dit non, ou son agent a dit non à cette offre, on se demandait où ça s'en allait, cette affaire-là. Bien, ce qui est important à préciser, c'est que Bill Guérin, le DG du Wild, n'a jamais parlé à d'autres équipes au sujet de l'échanger. Oui, le Wild était étonné qu'on a dit non à 16 millions, mais le focus à 100% du Wild de Minnesota et de Bill Guérin, c'était de continuer de négocier, continuer de trouver une façon de convaincre Kaprizov de signer. On n'a jamais rentré dans l'autre monde là, où peut-être qu'on devrait l'échanger. Ça, c'est important à préciser. Mais là, il y avait un bout de temps, selon mes informations, que le Wild, par exemple, pensait que 16 millions, c'était assez. On essayait de convaincre et de comprendre là, avec l'agent et le joueur, pourquoi pas 16 millions. On a continué, et finalement, c'est un contrat de 17 millions par année. Alors, l'agent qui a fait son coup a été chercher d'autres argent du Wild et le joueur a signé. Mais c'est important aussi à noter que le joueur disait à ses coéquipiers derrière les scènes « Je ne veux pas partir du Minnesota. Je te garantis que je vais signer, patienter. » Et puis finalement, c'est ça qui est arrivé. Écoute, c'est une situation assez unique où le Wild, qui n'a jamais eu un joueur de la trempe, repêcher un joueur de la trempe de Kaprizov, ne voulait absolument pas le perdre. Et puis, on savait sur le côté de Kaprizov, avec l'agent, qu'on avait, on avait beaucoup de pouvoir dans cette négociation. Comme tu dis, le Wild n'a pas nécessairement eu le choix. Et pour les gens à la maison, pour que tout le monde comprenne bien, bien 17 millions, c'est 3 millions de plus que Leon Draisaitl, qui était le plus haut salarié dans la Ligue nationale de hockey. Il a signé son contrat, évidemment, en 2024. Pierre, je me souviens, la semaine passée, lorsqu'on s'est parlé, tu me disais, il y a plusieurs directeurs généraux qui attendent le premier domino à tomber pour justement établir un peu la valeur du marché. Mais cette signature-là de Kirill Kaprizov, qu'est-ce que ça veut dire sur des gars comme Martin Necas, Jack Eichel, puis évidemment, le coéquipier de Leon Draisaitl, Connor McDavid? Bien, McDavid, je pense que ça ne veut rien dire, franchement, Alex, parce que le cas de McDavid est tellement unique, le meilleur joueur au monde, que lui, c'est même pas l'argent qui est la grosse affaire de ce que j'entends dans ces conversations avec les Oilers. C'est plus, comme j'ai dit déjà, c'est l'avenir des Oilers. Est-ce qu'on va pouvoir gagner une coupe? Alors, les négociations de McDavid, c'est complètement séparé du restant du marché, selon moi, puis selon d'autres gens que je parle avec à l'entour de la Ligue. Mais c'est sûr qu'on se demande maintenant le domino, l'impact du contrat de Kaprizov sur Jack Eichel, parce que lui, il est le prochain là, en ligne dans le sens de son talent, puis ou qui est dans le classement des grosses vedettes de la Ligue nationale. Et après Jack Eichel, qu'est-ce que ça veut dire pour Kyle Connor, Adrian Kempe, Alex Tuch, etc. Il y a certains gens que j'ai parlé avec aujourd'hui qui disent « Écoute, tu ne peux pas ignorer 17 millions par année. C'est sur le marché, là, 17 millions. » Mais en même temps, il y a d'autres qui me disent « Écoute, je pense qu'on va quand même reconnaître le fait que c'est tellement unique comme situation où le Wild était désespéré, qui était prêt à surpayer pour garder leur vedette. » Alors, comme une réponse mixte là, avec les appels que j'ai eus dans les dernières heures, Alex, au sujet de l'impact du contrat de Kaprizov, mais à la fin de la journée, il va avoir un impact. Je pense que le contrat de Eichel va vraiment avoir un gros impact à devenir aussi, parce que ça va être une négociation un peu plus normale, là, disons, là, où les deux côtés, Eichel veut rester, les Golden Knights veulent garder, alors négociation un peu plus normale. De ce que j'entends, je pense que chez les Golden Knights, on aimerait ça pas trop lui payer plus que le 12 millions qu'on a donné à Mitch Marner. Alors, est-ce que ça veut dire 13 millions? On verra. Mais est-ce que 13 millions, c'est assez pour Jack Eichel, même qu'il n'y a pas d'impôt à Las Vegas? Alors, c'est à suivre, mais ça va avoir un impact sur Kempe,
sur Tuck, sur Connor, sur Martin Necas et tout ça. La combinaison de Kaprizov en premier, ensuite, qu'est-ce qui se passe avec Eichel? Je pense que ça va tout frapper le restant du marché. On sent vraiment l'effet de la hausse du plafond salarial. Pour les équipes là, qui ont signé leurs joueurs vedettes à rabais il y a 2-3 ans, c'est magnifique pour eux. Lorsqu'on voit des joueurs signés à 14, 15, 16, 17 millions, et c'est pas fini au cours des prochaines années. Pierre, j'aimerais qu'on parle des Panthers de la Floride, si tu le veux bien. Ça risque d'être un début de saison assez difficile. Matthew Tkachuk, qui est blessé, va peut-être revenir aux alentours du mois de décembre. Alexander Barkov est peut-être parti pour le reste de la saison régulière, à savoir, bon, est-ce qu'il va revenir en série ou non. Tu as eu la chance de parler avec le directeur général des Panthers de la Floride, président des opérations hockey, Bill Zito. C'est quoi le plan pour les Panthers? Est-ce qu'on garde le cap ou ces deux blessures-là viennent un peu de changer nos plans en vue de la prochaine saison? Bien, écoute, ce que Bill Zito m'a précisé, c'est que le plan ne change pas dans le sens que les Panthers veulent essayer d'aller gagner un autre Coupe Stanley. On pense qu'on a assez de profondeur et de leadership dans ce vestiaire-là pour être une équipe qui peut encore faire les séries et peut-être aller loin dans les séries, mais c'est sûr que ça fait mal. Je veux dire, non seulement que ça fait mal à cause de la qualité du joueur qu'on vient de perdre pour l'année en Barkov, mais aussi, comme Zito m'a précisé, il est capitaine de l'équipe, la façon qui impacte le vestiaire avec son leadership, ça, c'est très difficile à remplacer. Mais pendant ce temps-là aussi, Bill Zito m'a dit que, écoute, ça, c'est une équipe qui était très agressive dans les dernières années, avant la date limite. On sait que l'année passée, ils ont été chercher Seth Jones ainsi que Brad Marchand avant la date limite. Ça ne va pas changer, ça, Bill Zito m'a dit. Il espère de faire son travail, de faire ses appels, de regarder à tout le marché entre maintenant et le 6 mars, la date limite des transactions, pour voir si on peut aider l'équipe, surtout avec Barkov qui manque la saison régulière. Comme tu dis, on verra pour les séries, de voir c'est quoi le temps pour Barkov de revenir au jeu, s'il revient du tout cette année. Mais d'une façon ou l'autre, les Panthers qui espèrent de transiger avant le 6 mars pour aider leur équipe, ils se pensent encore une équipe qui peuvent gagner, une équipe avec beaucoup de profondeur. Et d'ailleurs, un joueur qu'on a parlé, moi puis Bill Zito, c'est Anton Lundell, le jeune Finlandais qui a connu toute une série éliminatoire pour les Panthers, on le sait, avec 18 points en 23 matchs. Seulement à 23 ans, moi je l'appelle bébé Barkov, la façon qu'il joue, c'est tellement semblable à Alexander Barkov. Et puis, c'est toute une opportunité, je pense, pour Anton Lundell de prendre une autre étape dans son développement, mais aussi de jouer un rôle un peu plus gros. Et puis d'ailleurs, j'ai conversé aussi avec Jari Lehtinen, le directeur gérant de la Finlande, l'équipe olympique de la Finlande. Puis le nom de Lundell aussi, on a parlé, moi puis lui, parce que, écoute, c'est sûr que Lundell va faire l'équipe de la Finlande, mais aussi va peut-être avoir un rôle plus gros maintenant sur l'équipe avec Barkov qui manque les Olympiques. Et c'est sûr que Lehtinen, l'équipe de la Finlande, c'est tellement difficile comme nouvelle à digérer de perdre Barkov. Les deux ont texté ensemble, Lehtinen et Barkov. C'était pour être le capitaine de l'équipe olympique de la Finlande. C'est difficile à prendre, mais au moins, Alex, on a du talent parmi nos joueurs d'avant avec la Finlande. Hein? Aho, Rupi Hintz, Rantanen, etc. Là, on parle de Lundell. Je pense que ça aurait fait encore plus mal, malgré du talent de Barkov, Alex. Mais ça aurait fait bien plus mal, comme le 4 Nations, quand ils ont perdu Miro et Skenen à la défense. Là, la profondeur à la ligne bleue de la Finlande, ça, c'est moins évident. Fait que, tu sais, si tu vas regarder un côté positif, là, puis c'est difficile d'avoir un côté positif, c'est qu'au moins, avec les joueurs de centre, les joueurs devant, la Finlande a beaucoup de talent. Oui, tout à fait. Et comme on le dit en bon français, tant pour les Panthers que pour la formation de la Finlande, next man up, tout simplement, il y a quelqu'un qui va avoir une occasion de jouer davantage. Bien de voir ce que ça va donner, tant pour les Panthers que pour la formation finlandaise. Pierre Lebrun, toujours très intéressant. On invite les gens à se rendre sur la chaîne YouTube de RDS pour regarder notre conversation dans son intégralité. Encore une fois, Pierre Lebrun, merci beaucoup. Merci, Alex.